Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. L'accord de paix conclu le 25 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda réussira-t-il à ramener la paix à l'est de la RDC, secouée depuis plusieurs années par un conflit sanglant? Nous recevons pour en parler Patrick Mbeko. Il est géopolitologue, écrivain, auteur de plusieurs livres dont Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique, des Grands Lacs, publiés aux éditions L'Érablière, ou encore Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïria arabe libyenne, ou encore le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda, interposé son dernier livre à pour titre Rwanda, malheur aux vaincus 1994-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Il est notre invité. Patrick Mbeko, bienvenue à vous. Merci Richard de m'avoir invité. Merci Patrick Mbeko d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, votre pays, la RDC, est secoué, notamment dans sa partie est, depuis plusieurs années, par un conflit sanglant qui a fait des millions de victimes déjà. Ce 25 juin, un accord de paix est conclu entre le Rwanda et la RDC. Et vous criez au scandale. Qu'est-ce qui vous scandalise dans l'accord conclu ce 25 juin à Washington, à la Maison-Blanche, sous l'égide de Donald Trump? La première chose, c'est d'abord la nature de l'accord. Quand on lit le contenu de cet accord, on s'aperçoit que les problèmes de fond n'ont pas été traités, qu'il s'agit en réalité d'un accord politique dont le véritable objectif est d'ouvrir la voie à l'arrivée des investissements privés américains dans le secteur minier congolais. Donc ce n'est pas un accord qui a été conçu pour mettre définitivement fin à la guerre qui oppose le Rwanda à la RDC, mais bien de trouver une entente entre les deux parties qui va permettre aux États-Unis de s'impliquer dans le secteur extractif congolais. Le président de votre pays, le président Félix Tshisekedi, qualifie cet accord d'historique. Il n'a rien compris. Mais moi, je pense que le président Tshisekedi, dans son rôle, hein, c'est un homme politique et je dois quand même rappeler que si on en est arrivé à cet accord, c'est parce qu'il avait demandé aux États-Unis d'intervenir justement. Il avait proposé aux États-Unis un marché qui consistait pour la RDC à négocier ces matières critiques, donc des minerais stratégiques congolais, en échange d'un soutien diplomatique et militaire des États-Unis. Mais à la grande surprise de tout le monde, de la plupart des observateurs, le Congo, qui voulait se prémunir contre le Rwanda en faisant appel aux États-Unis, se retrouve à discuter avec le même Rwanda à la demande des États-Unis. Donc on ne peut pas dire à ce stade-ci que le Congo ait pu rencontrer en fait ce qu'il voulait atteindre comme objectif. Et ici, on peut dire que le président Tshisekedi, soit il s'est trompé, ou alors il a voulu conclure un accord, non pas pour ramener la paix, mais pour préserver son pouvoir. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'accord, la demande qui est faite par le président Tshisekedi intervient à un moment critique de l'histoire congolaise. Il y avait la poussée du M23 qui a réussi à conquérir deux grandes villes importantes de l'Est congolais, poussant les autorités congolaises, notamment le président Tshisekedi, à faire appel aux États-Unis. Donc on ne peut même pas penser que l'idée était de négocier un véritable accord de paix. L'idée était de trouver un moyen de stopper l'avancée du M23. Effectivement, Goma et Bukavu sont tombés en février et dernier et sont aujourd'hui aux mains des rebelles. Patrick Mbeko, vous dites que l'accord n'a pas abordé les problèmes de fond. Abordons les problèmes de fond. C'est quoi les problèmes de fond? On a un problème de déstabilisation de la RDC depuis 1996 par le Rwanda. Alors, le Rwanda a l'habitude d'avancer des prétextes sécuritaires qui ne résistent pas à l'examen rigoureux des faits. Je dois rappeler quand même que depuis 2001, l'ONU publie des rapports sur le pillage des ressources naturelles congolaises, rapports dans lesquels on explique très clairement que l'argument sécuritaire avancé par le Rwanda est faux. En fait, généralement, quand on analyse la problématique des Grands Lacs et la guerre en RDC, on a l'habitude de faire le lien entre les événements survenus au Rwanda dans les années 90 et le Congo. Oui. Mais en réalité, quand on regarde de très près, ce n'est vraiment pas ça. Si la première guerre du Congo pouvait avoir des justificatifs sécuritaires qu'on pouvait comprendre, après... Au début des années 90. Au début des années 90, la première guerre du Congo, c'était le 13 octobre 1996 jusqu'au 17 mai 1997 avec la chute du président Mobutu. Mais à partir du 2 août 1998, l'année de la deuxième guerre du Congo, les mêmes arguments étaient avancés, mais ces arguments étaient démentis par les experts du Conseil de sécurité. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on a un pays belliqueux dirigé par un président qui tient
à avoir une zone d'influence à l'est du Congo, quitte à le démembrer, à le contrôler, à contrôler ses ressources naturelles. Ce n'est pas Patrick Mbeko qui le dit, c'est le dernier rapport des Nations Unies qui vient de sortir il y a quelques jours. Le principal point d'achoppement, Patrick Mbeko, entre votre pays et le Rwanda, c'est que le Rwanda dit le mouvement rebelle est un mouvement congolais. Ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Donc le conflit, en réalité, est un conflit congolo-congolais. Qu'est-ce qui diverge par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous oppose par rapport à cette première analyse? Mais c'est une lecture qui est problématique. Je dois rappeler que la première guerre du Congo en 1996, menée par l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Zaïre, était présentée comme un mouvement congolais, mais qui a été dirigé à partir du Rwanda, parce que personne ne peut le démentir maintenant. D'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée congolaise, après la première guerre du Congo, c'est un officier rwandais qui est aujourd'hui proche du président Kagame, le général James Kabarebe. Oui. La deuxième guerre du Congo va être pilotée par un groupe rebelle appelé le RCD Goma, encore une fois le Rassemblement congolais pour la démocratie, mais qui était créé et piloté à partir du Rwanda. Encore une fois, je renvoie vos téléspectateurs au rapport des Nations Unies. Puis on a eu le CNDP, qui découle du RCD Goma, dirigé par des populations rwandophones, dont certains étaient des membres de l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame. Encore une fois, on l'a présenté comme une guerre, comme une rébellion congolaise. Alors ensuite, on a eu le M23 en 2012, qui a été vaincu en 2013 et qui est revenu en 2022, et que l'on présente encore une fois comme un mouvement congolais, alors qu'en réalité, il s'agit d'une création rwandaise assaisonnée de quelques Congolais de service pour donner une connotation congolaise à une agression qui est en réalité rwandaise. Et là, encore une fois, je renvoie vos téléspectateurs aux différents rapports des Nations Unies. Si c'est une affaire congolaise, que vient faire le Rwanda alors dans une affaire intérieure au Congo? Partons de votre affaire. Adoptons votre hypothèse. Pourquoi le Rwanda entretiendrait-il un mouvement rebelle dans votre pays, la RDC? Mais ce n'est pas le premier. Je vous ai cité les trois autres avant. Là maintenant, le M23, c'est quoi l'objectif du M23? Pour le Rwanda, non, le M23 n'a pas d'objectif. Le Rwanda a des objectifs. Oui. Et le Rwanda utilise le M23. Quel est l'objectif du Rwanda par rapport au mouvement rebelle M23? Contrôler une partie du Kivu, en faire un déversoir pour des populations rwandophones, et par la suite continuer à piller les ressources naturelles du Congo. C'est ça l'objectif du Rwanda, selon vous? Patrick Mbeko. Pas selon moi, selon les rapports des Nations Unies. Le dernier sorti, ça fait 2 jours. On est d'accord, nous l'avons lu. Mais avançons. Les rapports de force militaires ne sont pas en faveur de la RDC. C'est une évidence, oui. Comment on fait? Mais moi, je pense que, en fait, la question du rapport de force peut être analysée de manière différente. Si le Congo n'arrive pas à relever le défi sur le terrain militaire, c'est parce qu'il y a des problèmes structurels importants au niveau du Congo. Et ce sont des problèmes qu'il faut corriger. Maintenant, aller négocier dans une situation, dans une position de faiblesse est beaucoup plus problématique dans la mesure où la partie belligérante en face n'a pas envie de négocier. Le Rwanda n'a pas envie de négocier. Il faut connaître la trajectoire du Front patriotique rwandais du président Kagame pour comprendre l'articulation de sa stratégie sur le terrain. Au Rwanda, je dois rappeler, parce que l'histoire était quand même essentielle à ce niveau-ci, à ce stade-ci, au Rwanda, pendant la guerre civile, il y a eu des négociations de paix. Il y a eu la signature de 4 accords de paix à Arusha. Et ce sont des accords de paix qui accordaient beaucoup de place à l'armée de M. Kagame, qui était une rébellion qui n'était pas représentative du peuple rwandais. Malgré ça, le FPR de M. Kagame avait 40% de postes dans la hiérarchie militaire et civile. Et malgré toutes ces concessions faites à M. Kagame, il a quand même assassiné le président Habyarimana et son homologue Cyprien Ntaryamira, déclenchant le génocide au Rwanda. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas dans le modus operandi de Kagame est de s'aimer le chaos. Et de ce chaos, le Rwanda se fait de l'argent, se fait beaucoup de profits, notamment l'élite au pouvoir à Kigali. Oui. Aujourd'hui, l'Est du Congo est devenu le guichet automatique des matières premières qui passent par le Rwanda avant de se retrouver dans les grandes capitales occidentales. Si on se place du point de vue du président Félix Tshisekedi, je suis engagé dans un conflit, malgré moi, bien entendu, parce que ce n'est pas lui qui l'a créé, hein, il a hérité de ce conflit. Je suis engagé dans un conflit que je n'ai pas les moyens militaires de remporter. Qu'est-ce que je fais? Puisque je vais arrêter les massacres aussi, je ne veux pas qu'on continue de massacrer mon peuple. Quel choix avait-il d'autre? Non, il doit commencer par... Je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut comprendre une problématique en analysant ses conséquences et non les causes profondes.
Il faut analyser les causes profondes pour comprendre la situation dans laquelle on est. Le président Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, connaissait l'état de l'armée congolaise. Il est celui qui l'a d'ailleurs vanté. Je rappelle qu'il a dit qu'il avait trouvé une armée structurée. Oui. Donc, il lui appartenait à lui de structurer davantage l'armée. Il ne l'a pas fait. Il a fallu attendre. Dit-il. Et il dit que ça met du temps. Fallu attendre. Ça met du temps. Il a fallu attendre la guerre du 1-23 pour qu'à Kinshasa on se rende compte que l'armée était problématique. Mais moi, j'ai eu dans mes interventions à relever la problématique de l'armée. Plus d'une fois, j'ai dit qu'il y avait un problème dans l'armée qui n'est pas lié, en fait, au courage des militaires congolais, mais bien au commandement de l'armée. Nous avons des officiers supérieurs qui sont des affairistes. Il faut le dire. Alors, M. Tshisekedi le sait très bien, si vous gardez en poste à la tête de l'armée des gens qui n'ont pas le niveau, des gens qui sont des affairistes, au lieu d'être des véritables commandants militaires, vous allez vous retrouver dans la situation à laquelle la RDC est confrontée aujourd'hui. Donc, il faut mettre de l'ordre. Mais mettre de l'ordre ne veut pas dire accepter n'importe quoi en même temps sur le plan diplomatique, parce que les conséquences risquent d'être beaucoup plus importantes que ce qu'on imagine. Patrick Mbeko, ne soyons pas naïfs, vous ne l'êtes pas. D'ailleurs, quand on lit votre livre, vos livres, parce que vous abordez ces problématiques-là dans plusieurs de vos livres, dont entre autres le Canada dans la guerre en Afrique, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé. Au fond, quand on fait une vraie lecture géopolitique et géostratégique de ce qui se passe dans votre pays, ça transcende la RDC et le Rwanda. Exactement. Il y a des acteurs extérieurs qui sont beaucoup, beaucoup plus puissants. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour le président Félix Tshisekedi? Voilà un président américain qui a des influences dans la sous-région, qui a ses pions dans la sous-région, qui l'appelle pour signer un accord, ou du moins qui se propose pour parrainer un accord. S'il dit non, la situation évoluera comment sur le terrain? Non mais attendez. Ce n'est pas le président américain qui s'est proposé. Oui. C'est la RDC qui a proposé aux États-Unis. Oui. C'est la première chose qu'il faut il a accepté. Il a accepté, oui. Mais selon les conditions américaines. Oui. Bon, c'est qui est tout à fait normal. Oui. Il défend ses intérêts. Le problème ici est que le Congo est obligé de faire le ménage en son sein, au sein de ses institutions civiles et militaires. Vous pouvez signer des accords de paix comme on veut. Si on n'arrive pas à mettre de l'ordre au niveau des institutions civiles et militaires congolaises, nous aurons les mêmes problèmes. Parce que je dois rappeler que ce n'est pas le premier accord de paix. On est d'accord. Le premier accord de paix qui est signé avec le Rwanda. Il y en a qui ont été signés et il n'y a toujours rien eu. Oui. Tout simplement parce que le Rwanda du président Kagame a compris qu'en face, il y avait des gens qui n'étaient pas très sérieux. Et à la décharge du président Kagame, je le dis en tant que Congolais d'origine, il y a un problème structurel au niveau du Congo qu'il faut corriger. Il ne sert à rien de demander le parapluie protecteur des États-Unis pendant qu'en RDC même, on ne fait rien. Comment voulez-vous que des militaires, les militaires congolais aillent se battre contre des forces rwandaises quand ils gagnent 80-100 $ par mois, alors que vous avez des députés qui gagnent des millions de dollars par mois et qui ne foutent rien? Tout ça finit par démoraliser l'armée. En réalité, on n'a pas vraiment un problème d'armée. On a un problème d'hommes à la tête de nos armées. De leadership. De leadership. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas une question d'hommes, c'est une question de commandement. Et je peux même je vais vous faire des confidences. Avant la chute de Goma, les militaires congolais ont infligé d'énormes pertes aux soldats rwandais. Mais d'énormes pertes. Ce qui a fait que le président Kagame a renforcé ses hommes au Congo en envoyant davantage les membres des forces spéciales rwandaises. Et on sait aujourd'hui qu'on parle de plus de 900 à 1000 morts du côté rwandais. Donc, ce qui veut dire que le problème, ce n'est pas l'armée congolaise. C'est le haut commandement de l'armée, c'est la politique aussi. Que le président Tshisekedi mette de l'ordre. Prioriser la formation et l'armement pour... Mais surtout, avoir des commandants militaires responsables. Pas des affairistes qui sont là, qui se paient sur la bête. Comment voulez-vous que les affaires de l'armée soient assurées par un général qui est le chef de la maison civile du chef de l'État? C'est une incongruité. Votre armée est infiltrée aussi, non? Mais l'armée est infiltrée, c'est un fait, c'est une réalité, mais ça n'a pas empêché à la même armée d'infliger une défaite au M23 en 2012. Vous avez raison. Quand on nous présente cette armée et cet accord comme étant celui qui va ramener la paix en RDC, vous n'y croyez pas du tout? Mais je n'y crois pas parce que d'abord, il y a dans l'analyse de l'accord, on oublie un acteur dont le comportement devrait interpeller chaque Congolais. C'est le président Trump. Vous avez vu comment il négocie les accords? Parce que c'est un élément qu'on n'a pas évalué dans cette histoire. Le président Trump n'est pas venu pour régler la question de l'instabilité du Congo. Il est venu trouver une voie politique à une situation d'instabilité qui va permettre au groupe américain de s'installer. Parce que
initialement, quand le président Tshisekedi va voir le président Trump, lui propose le marché minerai contre sécurité et défense, il ne s'agit pas du Rwanda. Il s'agit, on vous donne nos minerais, on vous appelle, investissez chez nous, et en échange, on a besoin, on a parié sur le fait que la présence américaine va amener une certaine stabilité, va dissuader le Rwanda de ne pas s'aventurer au Congo. C'était ça initialement le projet. Il va gagner ce pari? Et il n'a pas obtenu ce pari puisque les Américains ont fait appel aux Rwandais. Et dans l'accord qui va être signé par la suite entre les États-Unis et le Congo, puis les États-Unis et le Rwanda, il y a cette idée de cogestion de ressources naturelles congolaises. C'est vrai. La raison pour laquelle le Rwanda a toujours fait la guerre. Ouais. Et je dois rappeler un détail important parce qu'on l'oublie. La guerre n'est pas une finalité, c'est un moyen. Clausewitz a dit la guerre, c'est une autre façon de faire de la politique. Donc, quand le président Kagame fait la guerre à la RDC pour contrôler une partie du Kivu, ses ressources naturelles, c'est justement en partie ce qu'il obtient dans l'accord qui a été signé ou qui va être signé justement aussi avec les États-Unis. Parce que dans l'accord qui a été signé, l'accord de paix, il y a une dimension économique qui est déjà relevée. Oui. Et comme je l'ai dit, l'accord de paix, c'est en réalité la première phase de l'accord qui va être signé sur le plan économique. Oui. Et pour Donald Trump, c'est la paix par l'économie. On a bien vu ce que ça donne à Gaza. Oui. On a bien vu comment il a négocié sur la question iranienne et on a vu comment il a négocié la question ukrainienne. Et les Russes ne se sont pas laissés faire, la raison pour laquelle M. Trump a dit « nous sommes prêts à nous retirer des négociations ». Parce que pour eux, pour M. Trump, il y a son image. C'est un personnage un peu particulier. Et pour lui, le retour d'une véritable paix au Congo, c'est le cadeau de ses soucis. Tant et aussi longtemps que les intérêts américains pourraient être préservés au Congo, il n'y aura pas de problème. C'est la raison pour laquelle actuellement, on parle de la présence d'un mercenaire américain que tout le monde connaît, l'ancien patron de Blackwater, Eric Prince, pour sécuriser les futurs intérêts américains dans la région. Au fond, la finalité de cet accord politique, c'est qu'il va déboucher, comme vous dites, sur un accord économique qui, à terme, va consacrer un copartage des minerais de votre pays. Une cogestion des minerais avec le Rwanda, qui a, pendant des années, saigné la RDC. D'une certaine manière, on a récompensé le Rwanda. Et si la paix était à ce prix? Mais il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Je crois que ceux qui ont suivi l'intervention du président Kagame hier ou avant-hier ont compris. Pour Kagame, le chaos est beaucoup plus profitable qu'une paix qui profite aux entreprises américaines et rwandaises. Merci Patrick Mbeko. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, écrivain, auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Rwanda, malheur aux vaincus, 1994-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'accident, publié aux éditions du Boiry. Merci. Plaisir. Mesdames et messieurs, c'était notre invité du jour. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.